Bonjour tout le monde et bienvenue sur Nos langues dans ton oreille, le podcast où on va parler livres, lecture, langue et peut-être même langage. Moi c'est Eric. Moi c'est Isabelle. Et aujourd'hui Isabelle, vu que nous sommes bien avancés dans le mois de juillet, nous allons parler... Des vacances. Des vacances de manière générale ? Enfin, des lectures de vacances. Des lectures de vacances. On peut aussi parler de nos vacances, mais... Ouais, bah écoute, on va en parler dans le sens où j'aimerais que tu nous dises un peu ce que tu as lu d'intéressant depuis la dernière fois. Alors, relativement peu de choses, bizarrement, parce que on aurait pu penser que j'avais eu du temps, mais pas tant que ça. Mais j'ai lu quelques petites choses. Alors, je ne sais plus si c'est depuis le dernier enregistrement, si c'est vraiment ça, mais je l'avais un peu oublié. Donc, j'ai lu une petite BD qui s'appelle Dépôt de bilan de compétences de David Snug, qui est une bande dessinée où un mec raconte comment il en est venu à être contre le travail et a fortiori contre le travail salarié. D'accord. Donc c'est un mec qui a fait des études d'art et débouchés limités évidemment. Et donc il se retrouve à devoir tester le travail à la chaîne, le travail dans une médiathèque, enchaîner des emplois d'insertion, enfin des choses comme ça. Et c'est très documenté. À la fin, t'as une énorme bibliographie sur tout ce qui est contestation justement du travail obligatoire, de la valeur travail dans nos sociétés. Okay. Et c'est assez rigolo. Enfin, vraiment, c'est pas une... Enfin, c'est une BD drôle, en fait, quand on la lit, c'est vraiment distrayant. Mais en même temps, c'est très fouillé, très renseigné. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que c'est quand même un thème qui émerge le plus. Alors, il y a toujours l'effet bulle. Est-ce que c'est tous mes amis qui en ont marre de travailler ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui pop en ce moment? Mais voilà, c'était une petite BD intéressante. Très bien. J'ai commencé à lire La tyrannie de la réalité de Mona Chollet, qui pourrait presque s'inscrire dans la continuité de la BD, parce que alors j'en suis que j'ai lu une bonne cinquantaine de pages. En gros, c'est un livre qui date des années Sarkozy, donc vraiment année 2007, je crois qu'il a été publié. Donc c'est plus ultra récent, mais c'est hyper actuel en fait. Je suis étonnée qu'il soit ancien. Enfin, qu'il soit ancien. Je suis étonnée qu'il soit de 2007 parce que vraiment, il aurait, enfin, de ce que j'ai lu, il aurait pu être écrit l'année dernière, voire même cette année. C'est sur comment, dans le discours politique et même dans la vie de tous les jours, on discrédite tout ce qui est rêve, innovation, calme, fantasmagorie, contre comment on utilise le concept de réalité. Bien comment sûr. Les politiques, ils disent, bon, bah oui, ça, ce serait bien, mais faut voir la réalité en face, et voilà. Comme quoi, c'est une voie de non-recevoir, bon, bah, vous n'êtes pas réaliste, et à partir de là, ça ferme toutes les portes. Bien sûr. Et voilà, donc, j'en suis qu'à 5 ans. Alors, c'est Mona Chollet, hein, il y a plein de références à plein de choses très différentes. Hein. Il y a de la socio, il y a du journalisme, il y a des références à Bachelard. Enfin, il y a vraiment des détours par la philosophie, Enfin voilà, c'est un peu pourri autour de cette thématique-là. Comment on traite la réalité et comment ça structure en fait les rapports sociaux. Ouais. Et voilà, pour l'instant ça me plaît bien, mais je vais voir la suite. Et enfin, j'ai commencé une lecture que je n'avais jamais faite réellement, et j'ai bien fait de la recommencer. Alors je t'en dirai plus quand j'aurai fini, parce que pour tout te dire, c'est dans mes toilettes. D'accord. Donc c'est une lecture lente. Très bien, très bien. Je relis Paroles. Enfin, je ne relis pas, je lis Paroles de Prévert. D'accord. Voilà, j'avais jamais trop aimé Prévert, mais en fait, je connaissais assez peu. Et j'ai 2 amis qui m'ont dit non, il faut que enfin, c'est vraiment Prévert, c'est très bien. Et donc là, j'ai relu un petit peu Paroles. Enfin, j'ai repris Paroles que j'avais dans ma bibliothèque, mais que j'avais jamais vraiment lu attentivement, page après page. Et effectivement, je trouve ça très bien, notamment dans choses que je ne connaissais pas de lui, ces espèces de poèmes narratifs en prose, notamment L'ange garde Chiourme et le dîner de tête que je ne connaissais pas. Voilà, moi vraiment c'est une découverte des derniers jours. D'accord. Bah c'est bien. Et toi? Bah moi j'ai beaucoup lu des choses qui me font penser à ce que tu dis du bouquin de Mona Chollet. Je me suis parce que c'est cette question
du réalisme, elle est pas que, elle est pervasive. Je sais pas si on dit ça en français, mais elle est partout, quoi. Et en fait, j'ai beaucoup, je me suis remis à relire des ouvrages d'Henri Méchonic, et il y a quelque chose qui apparaît dans la fin de sa vie, qui est la question du réalisme et du nominalisme. Donc, pour le dire rapidement pour ceux qui connaîtraient pas, donc c'est une querelle, on va dire, à la base. On va dire que ça apparaît comme ça dans l'histoire des idées. C'est une querelle de théologiens au Moyen-Âge. D'accord. Entre ceux qui... c'est une question de théorie du langage, encore une fois. Les réalistes pensent qu'il y a un lien de réalité entre les mots et ce qu'ils désignent. Et les nominalistes pensent que les mots ne sont que des mots. Donc je suis pas complètement au fait de la querelle médiévale. Je sais qu'elle a impliqué parmi les figures que les gens connaissent peut-être Abélard, qui n'était pas que dans une histoire d'amour sulfureuse avec son élève Héloïse, mais qui était un fervent nominaliste. Donc il est du côté des gentils pour ceux qui ont besoin de manichéisme. Et pourquoi je dis ça? Parce que justement, c'est tout le travail de Méchonic consiste à montrer que le réalisme, c'est un étouffe humanité, c'est une logique de totalité, donc de fascisme. Et parce que par rapport à l'humanité, notamment, le réalisme considère que, par exemple, l'humanité, ce concept, il existe réellement, il y a une chose, il y a un ensemble qui s'appelle l'humanité, et les individus n'en sont qu'un fragment. Donc Méchonic va jusqu'à dire, donc les individus on peut les numéroter et éventuellement leur tatouer leur numéro selon l'endroit où on se situe dans l'histoire, alors que le nominalisme considère que seuls les individus existent, seuls les individus sont réels, et l'humanité, ça n'est que l'ensemble des individus. Donc l'humanité, elle commence à chaque être humain, en fait. Elle commence et se développe à chaque être humain, qui est, donc voilà, on voit toutes les perspectives, et je trouve que donc ça se marie bien avec ta lecture de Mona Chollet, puisque c'est le même problème. Après, peut-être que chez elle, c'est plus vraiment l'usage du mot en politique et des stratégies de surface comme ça. Mais il y a une stratégie profonde, si je peux me permettre de spatialiser les questions comme ça, qui est à l'œuvre dans beaucoup plus, malheureusement, que les 10 dernières années de gouvernance française. Et on n'en est pas sorti. Donc Isabelle, est-ce que tu veux, pour lancer le sujet, commencer par quelques mots d'introduction avant qu'on se balance des textes à la figure? Alors moi justement, la difficulté, ça a été, on en avait déjà un peu parlé la dernière fois, mais c'est de faire le distinguo entre ce qu'on lit pendant les vacances et nos expériences de lecture de vacances, et ce qui évoque les vacances à l'intérieur du texte. Voire même essayer de trouver des personnages en train de lire en vacances. Mais ça devenait un petit peu... voilà. Un petit peu thématique. Un petit peu thématique, comme tu aimes. Mais ça restait intéressant pour moi, parce que justement, les vacances, c'est le moment où on a quand même plus de temps, plus de périodes dédiées à ça. Enfin voilà, j'imagine aussi les temps de pause. Tout bêtement, par exemple, moi, à chaque fois que je me prends le train, c'est aussi des moments ultra calmes, enfin voilà, où tu te dis pas, oh, faut que je fasse une lessive, faut que je fasse la vaisselle. T'es dans le train, tu bouges pas. Et j'ai le souvenir d'avoir dévoré des livres comme ça. Donc voilà, je pense que les vacances et la lecture sont quand même assez associés dans mon esprit. Et j'ai été surprise en faisant ma sélection de ce que... parce que quand je fais ma sélection, en fait, je sors tous les bouquins qui pourraient se référer à notre sujet de ma bibliothèque, je les mets sur la table, et puis après, je farfouille dedans pour voir ce que je vais pouvoir trouver de pertinent.
Et là, j'ai été relativement surprise de ce vers quoi ce thème me faisait aller. Parce que je sortais de ma bibliothèque, je m'attendais pas forcément à voir autant. On en parlera sûrement plus tard parce que c'est lié à ce que j'ai sélectionné, mais j'ai été étonnée par moi-même en fait sur le genre de livre que ça m'a amené à considérer. Ok. Très bien, un peu de mystère. Ouais, non, mais moi j'ai rien à rajouter. Peut-être faire une petite synthèse en dégageant. J'ai l'impression que pour moi il y a deux. Quand j'essayais de réfléchir au problème que soulève la question des lectures de vacances, il y a, et tu en as parlé, il y a principalement une question de temps réservé. Mais il y a aussi cette idée peut-être que du coup ce temps disponible quantitativement est aussi un temps qui a une différence qualitativement et qui fait qu'on va peut-être se dire des choses qu'on ne lirait pas par exemple aux toilettes puisque tu en parlais, on va les lire dans le train ou sur la plage. Tu vois ce que je veux dire, comme il y a un temps qui est autre, la lecture peut parfois aussi se faire dans des sens différents, et la preuve étant ce que tu viens de dire. Alors la preuve, non, pas la preuve, mais je vois une espèce d'heureuse coïncidence dans le fait que la recherche sur les vacances t'est amenée vers des lectures inattendues. Moi, j'étais plutôt étonnée de voir des points communs dans mes lectures. Pas tellement que les lectures en elles-mêmes soient inattendues. D'accord. Et donc, as-tu donc... Et justement, je veux bien commencer. Cette fois, la dernière fois, je voulais bien finir, mais là, je veux bien commencer. Eh ben, parfait. Et je présente mes excuses parce que ça va être un peu long. Ah bah, écoute, tant pis. Mais je pouvais pas couper... Enfin, déjà, j'ai coupé, mais je pouvais pas couper plus, quoi. Quand on a l'honneur d'être malade, et le bonheur d'avoir une maladie qui vous laisse la tête libre, au moins provisoirement, et pour le temps de sa durée propre, car après, dans le temps dit de convalescence, elle se rattrape bien, la gueuse. La jaunisse, par exemple, pour prendre un exemple au hasard, la grossièrement dite et vulgairement nommée jaunisse, grossièrement grotesque, le terriblement plus grave et scientifique ictère grave, qui vous laisse la tête saine, mais qui, heureusement, vous empêche rigoureusement de travailler. Défense rigoureuse du médecin, défense rigoureuse de la nature. C'est alors, et alors seulement, qu'on est le lecteur idéal. Et c'est bien la seule fois qu'on le soit, car ce n'est pas à vous, mon ami, qu'il faut que j'apprenne que la lecture elle-même est une opération, qu'elle est une mise en œuvre, un passage à l'acte, une mise en acte, qu'elle n'est donc point indifférente, nulle, qu'elle n'est point un zéro d'activité, une passivité pure, une table rase. Car nous sommes tellement pressés de travail de toutes parts, dans la vie ordinaire, assaillis, assiégés, bloqués des nécessités de l'existence, bourrés de travail, bourrés de scrupules, bourrés de remords, que nous ne lisons plus jamais que pour travailler. Quand nous sommes malades, et alors seulement, et seulement de ces sortes de maladies qui laissent la tête libre et saine, et cependant forcent à garder le lit et interdisent formellement de travailler, alors, par exception, par une sorte de respect imposé, temporairement, par une sorte de trêve, provisoirement, au lieu qu'il faudrait que ce fût essentiellement, nous redevenons momentanément ce qu'il ne faudrait jamais cesser d'être, des lecteurs purs, qui lisent pour lire, non pour s'instruire, non pour travailler, de purs lecteurs, comme il faut à la tragédie et à la comédie de purs spectateurs, comme il faut à la statuaire de purs spectateurs, qui d'une part sachent lire, et d'autre part qui veuillent lire, qui enfin tout uniment lisent, et lisent tout uniment. Des hommes qui regardent une œuvre tout uniment pour la voir et la recevoir, qui lisent une œuvre tout uniment pour la lire et la recevoir, pour s'en alimenter, pour s'en nourrir comme d'un aliment précieux, pour s'en faire croître, pour s'en faire valoir intérieurement, organiquement, nullement pour travailler avec, pour s'en faire valoir socialement dans le siècle. Des hommes enfin qui sachent lire, et ce que c'est que lire, c'est-à-dire que c'est entrer dans quoi, mon ami? Dans une œuvre, dans la lecture d'une œuvre, dans une vie, dans la contemplation d'une vie avec amitié, avec fidélité, avec même une sorte de complaisance indispensable, non seulement avec sympathie, mais avec amour. Qu'il faut entrer comme dans la source de l'œuvre et littéralement collaborer avec l'auteur. Qu'il ne faut pas recevoir l'œuvre passivement, que la lecture est l'acte commun
l'opération commune du lisant et du lu, de l'œuvre et du lecteur, du livre et du lecteur, de l'auteur et du lecteur. Eh bien, est-ce que c'est une correspondance ? Non. C'est pas une correspondance, donc toute l'adresse à mon ami, tout ça, on oublie. Bah, on n'oublie pas forcément, mais en tout cas, ce n'est pas une correspondance. Ce n'est pas une correspondance. Alors, je partirais sur du début 20e. Oui. Pourquoi ? Bah justement, cette adresse, mon ami, en même temps, ça me semble une langue assez proche de la nôtre, enfin de la nôtre. Mm-hmm. Enfin, ça, voilà, j'ai pas envie de faire repousser ça dans les siècles passés. Ouais. Voilà, cette question du médecin aussi, etc., c'est pas très antique. Oui, non, bah voilà, la question... Bon, quoique, mais... Le rapport à la science, ça a l'air assez contemporain. Enfin, pas contemporain, mais je sais ce que tu veux dire. Voilà. Il y a vraiment cette idée du malade alité qui peut pas bouger, qui a une seule lecture, donc tu vois, tu peux imaginer qui a que la lecture comme source de divertissement. Donc pour moi, on est quand même dans une société avant la télé, avant tout ça. Ouais. C'est pas Proust. C'est pas Proust. Même si je te dis qu'il y a certains trucs qui m'y ont... Mais bon, je sais que c'est pas ça. C'est pas la première fois que je lis un texte de cet auteur, et c'est pas la première fois que tu parles de Proust à son sujet. Ah bah alors c'est Peggy. Mais oui. Mais comme je n'ai jamais lu Peggy, c'est difficile pour moi de l'avoir en tête spontanément. Bien sûr, mais c'est tellement reconnaissable, Peggy. Non, mais en fait, c'est genre 3-4 pages avant ce que j'ai lu la dernière fois. mais tu me donnes envie de lire Peggy, parce que justement, moi, je pense qu'on a tous des univers associés à des auteurs, et moi je me rends compte que j'ai pas du tout le bon univers par rapport à ce que tu me lis en général. Enfin vraiment, pour moi, Charles Peggy... oui, c'est la cathédrale de Chartres. Ouais, voilà, enfin j'imaginais pas du tout ce type de texte. Mais c'est parce que vous lisez Peggy avec Vichy, vous êtes des pétainistes. Oui, c'est tout à fait moi. Il a été instrumentalisé parce qu'il était patriote, effectivement, mais alors il y avait rien de plus antifa que Peggy à son époque. Et donc pourquoi ce texte ? Parce que ça parle pas du tout de vacances. Ça parle de vacances, de l'activité en tout cas. Bah oui, pour moi il y a cette question de... J'ai pris un peu de liberté pour le choisir par rapport au thème des vacances, mais parce que c'est cette question de se libérer du temps pour lire... Et lui, il dit même, on devrait lire comme ça tout le temps, mais on n'y arrive pas. Donc, au moins, quand on n'a pas le choix, c'est comme ça qu'il faudrait lire tout le temps. Moi, j'ai un peu la même chose. Parce que, enfin, je sais pas pourquoi le côté alité, encore plus que les vacances, moi, ça me rappelle l'hiver. Enfin, moi, je me rappelle les rares fois où j'ai pas pu aller travailler parce qu'il neigeait. Ce caractère où tu te réveilles, t'es debout, t'es habillé, t'as fait ton petit-déj, puis tu te rends compte que tu veux pas aller travailler, mais il est 7h du matin, voire 6h30, et qu'est-ce que tu fais ? T'enlèves ton pantalon, puis tu te remets au lit pour lire un peu, et j'ai vraiment ce souvenir d'à peu près la même situation que tu peux avoir quand t'es gamin et que t'es malade. Tu restes dans ton lit, et c'est doux, et tu vois le jour se lever doucement, enfin... Moi, tu vois, ça m'évoque les jours de neige, en fait. Ouais. Ce qu'il peut dire. Qui peuvent être aussi des jours de vacances. Il peut neiger à la Noël, par exemple. Si on parle de vacances au sens vacances de l'activité, moi, je suis tout à fait d'accord. Après, moi, je suis partie, là, dans ce que m'évoquaient les lectures de vacances, je suis vraiment partie sur l'idée de lecture de vacances d'été. Ce qui est un biais, déjà. Oui, mais bon, ça se comprend. Et alors, justement, ça t'a amené où, pour commencer ? Alors, allons-y. Les premiers jours furent éblouissants. Nous passions des heures sur la plage, écrasés de chaleur, prenant peu à peu une couleur saine et dorée, à l'exception d'Elsa qui rougissait et pelait dans d'affreuses souffrances. Mon père exécutait des mouvements de jambes compliqués pour faire disparaître un début d'estomac incompatible avec ses dispositions de donjon. Dès l'aube, j'étais dans l'eau, une eau fraîche et transparente où je m'enfouissais, où je m'épuisais en des mouvements désordonnés pour me laver de toutes les ombres, de toutes les poussières de Paris. Je m'allongeais dans le sable, en prenais une poignée dans ma main, le laissais s'enfuir de mes doigts en un jet jaunâtre et doux. Je me disais qu'il s'enfuyait comme le temps.
que c'était une idée facile et qu'il était agréable d'avoir des idées faciles. C'était l'été. Qui est cette personne dangereuse qui encourage les gens à avoir des pensées faciles et à ne pas s'en révolter? T'as déjà une piste, hein. C'est Prévert? C'est pas Prévert. Non, c'est plus récent. Un peu plus, oui. Mais c'est connu, hein, c'est pas... Ouais. Il y a des choses où je me suis dit, ça me dit quelque chose. Tout. Par contre, bon, alors, Elsa, ça me dit rien. C'est pas Françoise Sagan. Si. Ah. C'est Bonjour Tristesse. C'est Bonjour Tristesse. Waouh. C'est la 2e page de Bonjour Tristesse. Je suis pas si nul, en fait. Non, t'es bon, hein. Ouais, il y a quelque chose. Je sais que l'idée de s'enfouir, ce terme-là, je m'enfouissais. Tout de suite, je me suis dit ça, c'est dans le temps, quoi. Maintenant, on n'écrirait plus comme ça, et même à l'époque de Proust, j'aurais pas vu ce verbe s'enfouir. Tu vois, je sais pas, il y a un côté, un rapport à cette image et au mot. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est marrant, parce que moi, pour le coup, c'est un... Mais là, on va en venir... Oui, c'est vrai, l'eau fraîche et transparente où je m'enfouissais. C'est vrai que moi, je l'aurais plutôt vu dans le sable. Mais pour l'eau, on l'utiliserait plus, effectivement. Je sais pas, il y avait quelque chose... je pense que c'est le côté réflexif, s'enfouir. J'ai l'impression qu'on n'oserait plus le dire maintenant. Pour des raisons, pourquoi? je sais pas, je trouverais, c'est peut-être moi, hein, je trouve que ça fait impudique, mais il y a autre chose qui m'a heurté, où je me suis dit pourquoi elle le dit comme ça, c'est le sable jaunâtre. Oui, moi aussi ça m'a semblé bizarre. T'as l'impression que c'est de la pisse qui lui sort entre les mains. Mais moi aussi ça m'a gêné, le laisser s'enfuir de mes doigts en teint de G jaunâtre et doux. Jaunâtre et doux, ouais. C'est super bizarre en plus parce que la situation elle est clairement agréable. Enfin voilà, elle le dit, il était agréable. Enfin. Bah après. Moi je trouve que ça colore le texte jaunâtre et c'est même pas un jeu de mots. Vraiment, c'est la fausse note quoi. Ça te met mal à l'aise alors que tout le reste était plutôt. Enfin, t'avais un cadre, ce côté idyllique de vacances, la chaleur, l'eau. Et puis tout d'un coup, ce sable jaunâtre, moi aussi, il m'a fait tiquer. Après, il faut voir si c'est une valeur qui est créée dans l'œuvre ou si c'est une réaction, on va dire, de nous. Faut voir ce qu'elle en fait de ce jaunâtre. Je sais pas, toi qui as lu le roman, est-ce que ça fait sens qui est une fausse note. Qui est cette fausse note. Est-ce que c'est vraiment une fausse note ou est-ce que c'est que pour une certaine génération, le côté composé, couleur plus âtre, ça veut simplement dire que la couleur est pas complètement ce qu'on attendrait. Et j'ai l'impression que maintenant, à force, c'est l'usage, c'est la connotation négative qui l'emporte dans notre façon d'entendre ce mot, où on voit plus le côté quantitatif de la saturation qui est baissé. C'est moins jaune que on met sur Photoshop, on enlève de la saturation. Mais faudrait voir quoi. Moi j'ai l'impression que ça reste. Regarde par exemple la marâtre, jaunâtre. Enfin j'ai l'impression que c'est forcément. Il y a une question de marâtre dans Bonjour Tristesse. Non, il n'y a pas de question. Quoique. Mais. Est-ce que le mot est dedans et tu vois, parce qu'en fait on peut pas sinon on fait la même chose que ces traducteurs qui traduisent avec un dictionnaire. on plaque de la langue sur du discours, mais oui. Non, je cherchais par rapport... pour moi, le âtre, il est forcément négatif. Mais c'est peut-être justement mon oreille moderne qui a déformé ça. Ton oreille contemporaine. Oui. Alors là, pour le coup, c'est typiquement... c'est une scène de vacances. C'est une scène de vacances et c'est une scène de... Alors, moi, justement, je suis pas tant baignade et grosse chaleur que ça, mais j'ai lu ce livre en février, aux vacances de février, et ça m'a vraiment donné envie de me balader dans des criques, je trouvais que
Et c'est pas le sujet du livre, mais vraiment, c'est un livre qui transpire la balade en bord de plage quand il fait chaud. Vraiment ce moment où il fait tellement chaud que tu sors pas l'après-midi, tu sais, tu restes au chaud, tu restes au frais à l'intérieur de la maison calfeutrée et tu sors que quand il y a un petit peu d'air. Enfin, pour moi, il y avait vraiment quelque chose de vraiment rattaché à des vacances d'été. Ce livre-là, je pense que bon, là, il est assez frais dans ma mémoire. Tu es pleine de jeux de mots. N'est-ce pas ? Et involontaire en plus. Oui, c'est les meilleurs. Mais voilà, donc le récit, voilà, je l'ai un peu en tête, mais je pense que quand l'intrigue entre les personnages s'effacera, ce qui m'en restera, c'est vraiment cette impression de soleil que je pourrais rattacher à d'autres romans que j'ai lus aussi pendant des vacances, que j'avais mis dans ma pile, que j'ai pas fait deviner. Mais par exemple, Sa Majesté des Mouches et Le Soleil des Scortas, dont j'ai déjà parlé, je crois. C'est ces livres. Ah, et il y a aussi un livre de Murakami, Les Amants du Spoutnik. Voilà, c'est 3-4 livres comme ça qui sont liés à une chaleur écrasante, à des vacances plutôt en Méditerranée. Enfin, voilà, c'est cette chaleur de juillet-août dans le sud de la France. Alors, en tout cas dans la Méditerranée, parce que ce qui est bête, parce que Sa Majesté des Mouches, ça se passe pas du tout en Méditerranée, mais vraiment cette chaleur, cette eau, pour moi, c'est des livres qui sont reliés par leur ambiance, alors que leurs récits n'ont rien à voir. Enfin, vraiment, on est dans une intrigue amoureuse chez Sagan. Sa Majesté des Mouches, on est sur un conte cruel pour enfants. Le Soleil des Scortas, c'est une saga familiale. Et Les Amants du Spoutnik, c'est un espèce de thriller amoureux. Enfin, voilà, c'est des livres qui n'ont rien d'autre en commun que cet effet de chaleur lié à l'eau. Et c'est vraiment un effet ou est-ce que c'est que thématiquement ça se passe l'été ou ou est-ce que tu vois, c'est parce que si c'est thématique, bon bah c'est on va dire ça concerne l'individu Isabelle et sa mémoire. Si c'est que ces romans n'ont rien à voir avec l'été ou ont juste des passages qui sont à voir avec l'été, mais que tout d'un coup tu les perçois comme particulièrement estivaux, là ça devient plus transmissible à d'autres. C'est des choses qui se passent l'été, c'est des choses dans lesquelles on est, mais où j'ai l'impression que la chaleur va porter vraiment toute l'ambiance du livre. La chaleur est une valeur. Alors je ne sais pas exactement ce que tu entends par là, mais en tout cas, c'est ce qui me reste de l'ambiance globale de ces romans une fois que je les ai finis. Et voilà. Ouais. Et donc, l'effet que ça avait créé chez moi, la lecture de et je m'attendais pas à ça, parce que j'avais lu beaucoup de Sagan avant de lire Bonjour Tristesse, et j'avais plutôt l'habitude du gris parisien, quoi, vraiment. Et j'ai été surprise de cette ambiance. Voilà. Donc pour moi, ça, c'était vraiment une lecture de vacances dans la manière... ça raconte des vacances. Je l'ai lu en vacances, et ça pousse vers une vision qu'on peut avoir des vacances de manière globale. Enfin, voilà, comment on perçoit l'été, comment ça... Moi, ça m'a mis dans la même disposition corporelle, alors que j'étais en février, que je peux être en juillet, quand il fait beau. C'est-à-dire pas en ce moment à Lille. Est-ce que tu veux entendre mon deuxième extrait ? Je veux. Alors, c'est un moment de bonheur intense, toujours très bref. Bientôt les transes, les affres me reprennent. Évidemment, les plus valeureux, les plus beaux, les plus purs ont jusqu'ici eu la vie sauve. Jusqu'à présent. Mais comment ne pas craindre que cette fois... Il est arrivé à des êtres à peine moins parfaits... Si, tout de même, ils l'étaient moins, et ils étaient moins séduisants, j'y étais moins attaché. Mais j'espérais que pour eux aussi, ils le méritaient, se produiraient au dernier moment... Eh bien non, ils étaient, et avec eux une part arrachée à moi-même, précipités du haut des falaises, broyés, noyés, mortellement blessés, car le mal est là, partout, toujours prêt à frapper. Il est aussi fort que le bien,
et il est à tout moment sur le point de vaincre. Et cette fois tout est perdu, tout ce qu'il peut y avoir sur terre de plus noble, de plus beau. Le mal s'est installé solidement, il n'a négligé aucune précaution, il n'a plus rien à craindre, il savoure à l'avance son triomphe, il prend son temps, et c'est à ce moment-là qu'il faut répondre à des voix d'un autre monde. Mais on t'appelle, c'est servi, tu n'entends pas? Il faut aller au milieu de ces gens petits, raisonnables, prudents, rien ne leur arrive, que peut-il arriver là où ils vivent? Là tout est si étriqué, mesquin, parcimonieux, alors que chez nous, là-bas, on voit à chaque instant des palais, des hôtels, des meubles, des objets, des jardins, des équipages de toute beauté, comme on n'en voit jamais ici, des flots de pièces d'or, des rivières de diamants. Qu'est-ce qu'il arrive à Natacha? J'entends une amie venue dîner poser tout bas cette question à mon père. Mon air absent, hagard, peut-être dédaigneux, a dû la frapper. Et mon père lui chuchote à l'oreille. Elle est plongée dans Rocambole. L'ami hoche la tête d'un air qui signifie « Ah, je comprends ». Mais qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre? Alors, on est encore au 20e. Mm-hmm. On sera donc très branché 20e ce jour. Alors, c'est marrant parce qu'au début, j'ai eu du mal à voir de quoi ça parlait. Enfin, oui. J'étais vraiment perturbée avec les histoires de broyés, noyés, mortellement blessés, là. Alors, c'est un peu de ma faute. C'est parce que comme je voulais pas faire trop long, j'ai supprimé le paragraphe d'avant qui explique que on est en train de lire Rocambole en fait. Justement, moi je trouvais que c'était intéressant parce que finalement j'ai été plongée malgré moi dans la lecture, puisque moi dès le début j'ai cru que tu me parlais d'un récit de guerre. Ouais. Puisqu'on parlait de valeureux, beau, voilà. Ouais. Ensuite l'histoire d'être donc finalement j'ai été happée par cette illusion du. Enfin j'étais en même temps que la personne Natacha donc qui lit. Ouais. Et du coup, je m'étais moins rendu compte en le choisissant, mais la coupure, quand tout d'un coup on appelle, la lecture s'arrête. Oui. Du coup, ça marche bien en commençant in medias res comme ça, parce qu'on l'a subi autant que le personnage. Bah oui, c'est que tout d'un coup, moi j'ai eu un décrochage, mais on t'appelle, voilà, cette histoire, je pense qu'on appelle quelqu'un pour aller manger ou quelque chose comme ça. Et puis, alors Rocambole déjà, c'est daté, tu vois, pour que quelqu'un ait lu. Ah oui, mais en même temps. Est-ce que c'est de l'autobiographie? Oui. Oui, bon, déjà ça me permet de dater un petit peu parce que Rocambole, il me semble que quelqu'un qui va être né à partir des années 70, à mon avis, il va plus lire Rocambole, ou alors c'est moi qui. Même, je pense qu'on peut même dire à années 50. Hein. Oui, voilà, ça me paraît quand même, ça me paraît quand même ancien Rocambole. Donc pour moi, c'est une lecture dans cette idée. Enfin, je sais que c'est pas ça, hein, mais voilà, on a envie d'aller vers Sartre, les mots, des choses comme ça, mais c'est pas ça. Hein, j'en ai bien conscience. Ah ben non, Natacha. Bah alors je sais pas qui c'est. Eh ben Natacha, c'est un diminutif russophone pour Nathalie, si ça peut t'aider, je sais pas. Ah, donc, mais oui, mais là tu pièges, tu me remets toujours. Un jour je vais finir par la reconnaître, mais c'est Nathalie Sarraute dans ce cas-là. Mais oui, c'est Sarraute. Mais voilà, et je vais l'ajouter à ma pile de lecture de vacances, puisque je l'ai chez moi, hein, ce volume, et je l'ai jamais lu. Ah, magnifique. Donc il rejoint la grande pile des ah si seulement. Donc et comment tu l'as relié à là, c'est par rapport à une expérience personnelle? Non du tout. En fait c'est toujours cette question en fait du moment réservé. Quand c'est ce que tu disais sur le train, c'est un moment où on va pas t'empêcher de lire quoi. Et bon, je l'ai trouvé un peu. Je sentais qu'il y avait quelque chose dans Enfance qui parlait de la lecture de vacances. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui parlent de lecture, il y a beaucoup de choses qui parlent de vacances, mais il y a rien qui parle de la lecture de vacances. Mais bon, on s'en fiche. Je pense que pour moi, ce moment-là, ça illustrait un peu ce que moi je pense de la lecture de vacances comme un moment. Comme t'as le temps, il y a vraiment un engloutissement dans l'œuvre en fait. Il y a une perte, il y a une idée de totalité. Tu vois, c'est pas morcelé. Les vacances, ça te permet de prendre une œuvre d'un bout à l'autre et de se dire, allez, je vais pas faire un petit chapitre par-ci, un petit chapitre par-là.
j'y consacre ma journée. Moi, ça m'est arrivé, alors moins récemment. J'ai moins la patience je peux pas faire ça, je peux pas lire toute une journée, je peux plus. J'ai besoin de faire autre chose parce que au bout d'un moment, j'arrive plus à savoir ce que je lis. Mais j'ai des souvenirs, notamment à l'adolescence finissante, de bouquins de science-fiction lus comme ça pendant les vacances. D'un bout à l'autre, même c'est quoi quand j'ai lu les Harry Potter, c'était comme ça aussi. Pourtant, je les ai lus tard. Ah bah, moi je me rappelle qu'on me les offrait, alors c'était plutôt à l'automne ou aux vacances d'avril, mais je me rappelle très clairement de ma mère qui, quand on arrive sur le lieu de vacances, me dit ah bah tiens, finalement le dernier Harry Potter il est là. Et c'était vraiment le paquet qui était sur mon lit dans la chambre d'hôtel, et je faisais ah qu'est-ce que c'est. Et donc effectivement pendant 2 jours j'avais un peu de mal à décoller. Exactement. Évidemment. Oui, donc ce que tu disais par rapport à Sarraute, c'est marrant parce que là c'est les limites de ma bibliothèque. J'ai failli choisir un livre par rapport à ce qu'elle raconte. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment un souvenir de, comme tu dis, d'absorption de dilution presque de nous dans un livre pendant les vacances qui date de l'enfance, et c'était les Roald Dahl. Il y avait on dormait dans les combles chez une grand-tante, et il y avait un grand jardin, et moi je restais dans les combles à lire James et la grosse pêche, le grand ascenseur de verre, enfin tout ça, et c'est vraiment et au-delà du livre, c'est vraiment les vieilles éditions de la bibliothèque municipale, tu sais, avec les illustrations de Quentin Blake, et c'était des folio junior, mais encore cartonné, enfin la couverture était encore dure. Enfin voilà, il y a vraiment je sais que j'ai revu des éditions plus récentes, et pour moi ces souvenirs de vacances ils sont liés au texte, mais ils sont très matériels, ils sont vraiment liés à ces éditions là, la position, les gros canapés dans lesquels je pouvais être, et je me rappelle que j'avais aussi le temps parce que dans ces éditions folio junior, à la fin tu retournais le livre et t'avais des jeux à propos du livre. Je vois tout à fait l'édition. Je savais pas que c'était folio, ouais. Avec le dessin, c'était une espèce de bande au milieu. C'était des couvertures en unies, mais avec une bande au milieu. Je me souviens d'avoir lu Vendredi ou Les Limbes du Pacifique dans cette édition. Et ben voilà, et ben c'est ça. Bah moi là j'ai Sa Majesté des Mouches dans cette édition, donc je peux vraiment décrire. Mais oui, à la fin t'avais les jeux, et au-delà de la lecture, je me rappelle vraiment que c'était des lectures de vacances où aussi. Enfin, moi, j'avais pas de cahier de vacances ou de trucs comme ça, mais les petits jeux à la fin des folios, alors comme c'était ceux de la bibliothèque, soit il y avait des relous qui les avaient déjà faits, alors là, j'étais pas contente, soit ils étaient pas faits, et dans ce cas-là, je prenais mon petit papier, je les faisais vraiment à part, tu vois, je faisais mon QCM toute seule, enfin, il y a vraiment un truc ludique, parce qu'on a du temps, en plus, quand on est enfant, il y a pas la préparation, enfin, j'ai l'impression que maintenant, quand même, je vois des amis, j'ai quand même des tâches à faire, je me dis, faut que je m'occupe de... Je pense qu'il y a aussi quelque chose associé à la lecture de vacances en étant enfant, qui fait que t'es pas avec tes copains, enfin, les adultes. Enfin, moi, j'étais enfant unique dans une famille où tous les enfants étaient plus vieux. Et donc, il y avait vraiment une expérience un peu de la... J'étais pas très sociable en vacances, j'allais pas trop au club enfant, tout ça. Donc, il y avait une expérience aussi de la solitude à meubler, tu vois, mais c'était pas, enfin je le dis pas de manière triste, tu vois, c'est vraiment c'était un temps de les adultes parlaient entre eux, moi j'avais pas de tâches administratives ou domestiques à faire. J'adore que la première chose qui te vienne c'est l'administratif. Bah oui, parce que enfin voilà, je pense que c'est un truc qui nous hante facilement. mais voilà, et je pense que c'est aussi qu'il y a un temps pur, t'es pas chez toi, t'as pas tes jouets, t'as pas tes copains, t'as pas de travail, et t'avais ces temps dans des jardins, dans des piscines où t'avais pas enfin à l'époque en plus c'était moins un problème, mais aucun écran, enfin en fait t'avais rien d'autre à faire que lire, et c'était enfin moi j'en ai vraiment un souvenir formidable. En plus la bibliothèque doublait le nombre d'emprunts de livres possibles, donc ça je me rappelle, c'était toujours une joie de pouvoir emprunter 8 livres au lieu de 4.
Et comme j'avais 2 cartes de bibliothèque, la mienne et celle de ma mère, je repartais avec 16 livres. Donc t'imagines l'orgie que ça pouvait être au rayon jeunesse. Donc voilà, donc je comprends tout à fait ce que raconte Sarraute et je trouve ça extrêmement touchant en fait comme expérience partagée. Surtout que bon voilà, comme je disais, Rocambole c'est vieux et ce serait intéressant de voir si il y a ce type en gros, si des auteurs plus anciens que le 20e ont décrit cette enfance passée à lire. Parce que c'est vrai que là, tout de suite... il y a une historicité de la lecture. Hein. Oui. Je me demande si voilà, cette enfance un peu désœuvrée qui s'abîme dans la lecture, est-ce que c'est un motif littéraire qui apparaît au 20e ou est-ce que c'est un objet pensé avant? Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté? Alors, eh ben tiens, je vais... Quelque chose dont on n'a peut-être pas parlé parce que c'était avant qu'on commence le podcast, mais c'est ma lecture de vacances de l'année dernière. D'accord. Donc allons-y. Dans le cinéma, ce n'était pas au sac de Jenny qu'en avait le soldat. Il lui frôla le genou. Jenny parla, d'une voix claire. « Bas les pattes, espèce de salaud !» Des têtes se retournèrent. « Oh, allons, allons !» gémit le soldat, en fourrant prestement la main sous la jupe de Jenny. Il constata qu'elle tenait les cuisses résolument serrées l'une contre l'autre. Il constata aussi que son propre bras, de l'épaule au poignet, venait soudain d'être ouvert comme un melon trop mûr. Jenny avait proprement tranché à travers l'insigne et la chemise de l'homme, à travers la peau et les muscles, mettant à nu les os de l'articulation du coude. « Si j'avais eu l'intention de le tuer, déclara-t-elle un peu plus tard au policier, je lui aurais tranché le poignet. Je suis infirmière, je sais comment faire pour saigner les gens. » Le soldat hurla. Se redressant d'un bond et trébuchant en arrière, il brandit son bras valide et visa Jenny à la tête, lui assonnant un coup si brutal sur l'oreille qu'elle vit 36 chandelles. Elle lui décocha de nouveaux coups de scalpel, lui arrachant de la lèvre supérieure un morceau à peu près de la forme et de l'épaisseur d'un ongle. « Je n'ai pas voulu lui trancher la gorge, déclara-t-elle au policier, un peu plus tard. J'ai voulu lui trancher le nez, mais j'ai mal visé. » Sanglotant à 4 pattes, le soldat s'enfuit à tâtons vers le couloir et tenta de chercher l'asile dans le foyer éclairé. Dans la salle, quelqu'un d'autre gémissait, de frayeur. Jenny essuya son scalpel sur le siège, le remit dans son sac, sans oublier de replacer le capuchon sur la lame. Elle gagna alors à son tour le foyer, d'où montaient des gémissements aigus, tandis que le gérant interpellait, à travers les portes, le public plongé dans le noir. « Y a-t-il un médecin ici, s'il vous plaît ? Personne n'est médecin ?» Ce qu'il y avait, par contre, c'était une infirmière, qui s'empressa de se rendre utile de son mieux. Alors, est-ce que... Première question, si tu me permets, premier indice. Est-ce que c'est traduit ? Oui, j'ai voulu te le dire avant et j'ai oublié, et en lisant je me disais zut, j'ai oublié de dire que c'était traduit de l'américain par Maurice Rambaud. D'accord. Waouh, alors je ne sais vraiment pas. C'est de John Irving. D'accord. Et c'est Le Monde selon Garp. Ah, c'est vrai que je t'ai entendu en parler. Ah, c'est très possible, parce que ça a occupé une partie de mes vacances l'année dernière. Et ça m'a fait rire, parce que là, c'était encore sur la concordance entre... J'ai tendance à assortir mes lectures... Enfin voilà, l'été, je lis des choses qui se passent l'été, et l'hiver, je lis des trucs qui se passent dans la neige, tu vois, je suis assez ordonnée. Et là, c'est parce que j'en avais beaucoup entendu parler... par plein de gens différents, par des émissions de radio. Enfin, au bout d'un moment, c'est aussi... J'ai écouté une émission sur John Irving, j'ai entendu un collègue en parler, et je connaissais pas du tout. Il me dit « Ah, comment, tu connais pas Le Monde selon Garp ? Il faut lire ça, quand même. » Enfin, voilà. Et donc, à force que tout le monde me dise qu'il fallait lire ça, j'ai lu ça. Très bien. Et j'étais en vacances à Vienne, et ça se passe partiellement à Vienne. Donc, ça m'a fait un peu rire de sens. J'adore la recherche qu'on découvre chez toi d'une concordance maximisée entre ce dont parle ce que tu lis
et toi, et ta situation. C'est trop drôle. Oui. Et là, j'ai choisi un petit peu l'extrait qui est de tout début du livre, qui pose... alors, je crois qu'on est à la 5e page du roman. Donc, c'est un très gros roman, quand même. Il fait plus de 600 pages. Et c'est donc la vie de Garp. Et là, c'est la vie de sa mère, donc Jenny. Ouais. Et j'ai choisi cet extrait peut-être un petit peu en lien avec l'actualité. Hein. Politique, dirons-nous. Mais l'écriture, voilà, pour moi, ça en fait une excellente lecture de vacances en plusieurs points. Déjà, voilà, c'est un gros volume. C'est pas forcément ce dans quoi je me lance quand je sais pas si j'aurai le temps de le lire. Enfin voilà, je me dis qu'il faut que j'ai des grandes plages de lecture devant moi pour me lancer dans un gros volume comme ça. Sinon, je me dis, allez, je vais en avoir pour des mois. Ça va être... ça peut être bien, mais c'est pas forcément ce que je fais. C'est plutôt le genre de choses que j'ouvre à l'entrée des vacances en me disant que j'aurai tout le temps de le lire et de m'abîmer dedans, telle Nathalie Sarraute. De t'enfouir dedans, de m'enfouir tel Sagan. Donc voilà, donc déjà il y a ce côté gros volume. Il y a ce côté, c'est une lecture très agréable. Enfin, et je sais que ça raconte la vie d'un écrivain, donc il y a beaucoup de réflexions faites sur comment on écrit dans ce livre. Et John Irving, j'avais écouté même dans son interview, il y a vraiment cette volonté de Père Castor, de vouloir raconter des histoires. Donc c'est une très bonne histoire qui se lit très facilement. On est tenu... si je devais te résumer l'histoire, ça va très vite, il raconte la vie d'un mec. Donc il n'y a pas... Mais c'est haletant, c'est pas un thriller, clairement. C'est la vie d'un mec. C'est est-ce qu'il va se marier, est-ce qu'il va réussir à publier son bouquin, est-ce qu'il va vraiment tomber de l'échelle. Enfin, c'est vraiment ça l'histoire. Mais c'est palpitant. Enfin, vraiment, moi, c'est un livre que j'ai... Et il y a un humour... Enfin voilà, la scène elle est sordide. Là, le soldat qui essaye de tripoter les filles au cinéma, elle est violente parce que quand même on nous raconte qu'il se fait planter jusqu'à l'os quand même. Et c'est gore. C'est gore, et enfin c'est un livre qui est très cru, que ce soit au niveau de la violence, c'est très marqué sur la violence faite aux femmes, notamment. Enfin vraiment c'est un truc qui est axé tout autour des mouvements féministes, mais avec beaucoup de nuances. Enfin vraiment, moi je me trouvais pour un truc écrit par un type, enfin le fameux HSBC, enfin homme hétéro blanc, dans les années, enfin à la fin des années 70, je me suis dit waouh, c'est... Voilà, j'ai trouvé ça, comme je te disais, bien, vraiment bien. Donc je parlais de la crudité en gros du livre, que ce soit au niveau de la violence qu'au niveau, enfin il y a des coups de scalpel, il y a des oreilles arrachées, enfin voilà, il y a de la violence, il y a de la douleur. Au niveau de la sexualité, c'est très mécanique, enfin on a un peu de tout, mais par exemple Jenny, elle tombe enceinte. Alors c'est une femme qui ne veut avoir rien à faire avec les hommes, ni avec les femmes non plus d'ailleurs, mais qui en tout cas refuse toute relation sexuelle avec les hommes, mais elle veut être mère. Donc elle finit... c'est un peu... Elle a une relation sexuelle avec un grand blessé de guerre, en gros, qui meurt juste après la petite affaire. Donc elle se dit c'est un presque pas père, voilà, c'est un géniteur vraiment. Et mais voilà, c'est très graphique, on nous montre bien comment elle s'y prend alors que lui il peut plus bouger. Donc voilà, et tout passe. C'est des sujets quand même assez graves dans l'ensemble du roman, et je trouve qu'il y a un humour, mais quasiment à tous les paragraphes. Moi, les deux petites parenthèses, si j'avais eu l'intention de le tuer, je lui aurais tranché le poignet, je suis infirmière, et si j'avais voulu lui trancher de gorge, j'aurais mieux visé, mais je voulais trancher le nez. Enfin, moi, je trouve ça génial d'avoir ce contraste qui se maintient sur tout le roman, entre toujours la petite phrase qui te fait sourire, et par ailleurs un roman qui pourrait être tout à fait glauque s'il n'y avait pas ce ton
Et véritablement, et bon, voilà, on va revenir à ce que tu dis toujours. Hein, il me manque peut-être l'écriture de John Irving, puisque je n'ai lu que celle de Maurice Rambaud. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de John Irving dans ses parenthèses, dans ce... Enfin voilà. Pour moi, c'est vraiment la lecture de vacances, que ce soit en termes de temps disponible, de type de lecture et de ton. Enfin, moi, c'est exactement ce que j'ai envie de lire en vacances dans le train, tu vois. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du ton, on est resté très généraux, mais il y a effectivement une idée que, en fait, c'est peut-être que j'ai évité d'en parler parce que c'est pas vraiment comme ça que je fonctionne, mais en général, les gens se choisissent des choses qui les dérangent moins, qui les bousculent moins, souvent, parce qu'il y a l'idée que c'est les vacances, donc on va être en mode repos de tous les points de vue possibles et imaginables. Et développer des pensées faciles. Donc moi, je te propose justement, pour filer cette question, j'ai essayé de chercher... alors, je reconnais que c'est un jury n'accepterait peut-être pas cette proposition, mais mon troisième texte était essayer d'aller chercher la vacance dans le côté le moins conventionnel. Je t'écoute. Cette nuit, il pleuvait, la marée était haute. Un brouillard lourd et gris couvrait toute la côte. Les brisants aboyaient comme des chiens, le flot, aux pleurs du ciel profond, joignait son noir sanglot. L'infini secouait et mêlait dans son urne les sombres tournoiements de l'abîme nocturne. Les bouches de la nuit semblaient rugir dans l'air. J'entendais le canon d'alarme sur la mer. Des marins en détresse appelaient à leur aide. Dans l'ombre où aux rafales succèdent, sans pilote, sans mât, sans ancre, sans abri, quelque vaisseau perdu jetait son dernier cri. Je sortis. Une vieille, en passant effarée, me dit « Il a péri, c'est un chasse-marée ». Je courus à la grève et ne vis qu'un linceul de brouillard et de nuit, et l'horreur, et moi seul. Et la vague, dressant sa tête sur l'abîme, comme pour éloigner un témoin de son crime, furieuse se mit à hurler après moi. « Qu'es-tu donc, Dieu jaloux ? Dieu d'épreuves et d'effroi, Dieu des écroulements, des gouffres, des orages, que tu n'es pas content de tant de grands naufrages, qu'après tant de puissants et de forts engloutis, il te reste du temps encore pour les petits, que sur les moindres fronts ton bras laisse sa marque, et qu'après cette France, il te faut cette barque. » Quelles vacances tu passes? Je te laisse chercher un peu, et après je sais qui c'est. donc pour l'auditoire, je rajoute ce qu'il y a écrit à la fin, où il y a marqué « Jersey, avril 1853 ». Ah, bah tu enlèves mon brio dans la reconnaissance, parce que non, moi c'est les Bouches de la nuit. Je connais pas cet extrait-là particulièrement, mais c'est Victor Hugo. Oui, c'est Victor Hugo en vacances. C'est Victor en vacances. Bah écoute, Victor en vacances, c'est pas Martine, hein. Ouais. Bon, je reconnais qu'il y a un peu du troll dans mon choix, mais je me suis dit, il est parti en Normandie. Sur son petit bateau. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça t'inspire. Bah, moi, je pense qu'il y a un problème dans ma lecture d'Hugo, c'est que, à force, moi, dans ma tête, c'est un personnage un peu grotesque. Et, enfin, tu vois, toujours, je te parlais de l'image qu'on se fait d'un auteur, tu vois. Je te disais, pour Peggy, je pense que j'ai pas la bonne image. Pour Victor Hugo, le truc, c'est que c'est un tel monstre. On lit, on entend tellement de choses sur lui que j'ai beaucoup de mal maintenant à revenir à une lecture grave de ces textes. Oui. Tu vois... particulièrement pour les vers, d'ailleurs. Oui, voilà, surtout sur des
des éléments très grandiloquents comme ça. Enfin, moi, je te dis tout de suite, hein, les bouches de la nuit. Pour moi, c'est pas des vacances, hein, clairement. Là, ce que tu lisais, mais ça m'amuse beaucoup que tu l'aies choisi. Et puis bon, je t'avoue qu'il y a le rythme qui m'a fait penser à Hugo, parce que je te dis, je connaissais pas. Il s'appelle. C'est un poème. Il est tiré de quoi? Il s'appelle donc c'est dans les châtiments. Oui. C'est dans la partie 7, les sauveurs se sauveront. Et c'est le poème numéro 9. Ok. Donc il y avait le côté, bon voilà, la grandiloquence d'Hugo. Moi, pendant un moment, je me suis dit, ouais, ça ressemble à... Il y a un côté Océanonox aussi. Enfin... et puis ouais, à la fin... ça, je pense que c'est un peu de ma faute aussi. Oui, et qu'après cette France, il te faut cette barque. Bah ça, oui, toute la métaphore entre la petite barque et... Enfin voilà, c'est Hugo en vacances, mais c'est Hugo rageur, tu vois. Et... Enfin voilà, moi c'est pas du tout une lecture de vacances pour moi, vraiment, c'est pas du tout ce que je dirais à ce moment-là. Mais ça me fait beaucoup rire que tu l'aies choisi. Bah ouais, moi j'ai envie de dire justement, je me dis moi en fait comme tu dis Hugo, c'est énorme, c'est monstrueux dans le sens où c'est quand même assez singulier. Le truc c'est que ça se fait aussi dans une rhétorique de l'emphase, etc. Il fait ses effets, il en est content. Mais derrière tout ça, il y a vraiment un sujet qui se construit, il y a une logique en fait interne à ses œuvres qui permet d'observer ce que c'est qu'un poète en fait vraiment au sens où même moi je le dirais, et pas simplement quelqu'un qui est publié dans la collection blanche de chez Gallimard. Qui fait que j'y reviens, j'essaye en fait justement ce que tu disais d'y revenir sans pour me débarrasser de l'impression que j'ai de lui, quoi. Et par moments, ça marche. Donc, mais du coup, pourquoi toi vraiment c'était le troll de Hugo en vacances? C'est ça qui t'a fait choisir cet extrait-là? Et pourquoi cet extrait-là? Cet extrait-là parce que d'abord je l'ai trouvé stylé, je l'ai trouvé beau. Je l'ai découvert pour vous, hein. Je l'ai découvert aujourd'hui. Les châtiments, j'ai essayé, mais justement, j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans, et parce que je pense que contrairement à la façon dont il est présenté, il faut le lire d'un bout à l'autre, et il faut le lire justement en se disant, en se mettant à l'écoute de ce qui est dit, parce que les châtiments, c'est une œuvre c'est une œuvre de révolte contre l'usurpation du pouvoir par Napoléon III, etc. Donc c'est pas simplement des feuillets détachés qui sont réunis, c'est jamais comme ça en fait chez Hugo, mais c'est un peu comme ça qu'on le lit, parce que on se donne pas les moyens de lire 290 pages de poèmes en une fois, mais voilà, du coup, plus j'y réfléchis, mais c'était un peu inconscient, et plus je me dis, typiquement, ça serait quelque chose que je pourrais lire en partant en vacances, tu vois. Ou en tout cas, essayer. Pas si ton moyen de transport est le bateau, peut-être. Peut-être pas. Ou au contraire, si c'était toi, au contraire, ça pourrait être que lors d'un voyage en bateau. Moi, très clairement. Très clairement, si je fais un tour, si je fais une croisière, je prends le vieil homme et la mer. Du coup, dernier extrait, et j'ai switché au dernier moment, là, pendant qu'on parlait. Très bien, très bien. Billy n'eut pas plutôt appelé à l'aide qu'il fut cerné de collègues. On s'étranglait. Exigeait de savoir ce qui se passait, bordel de Dieu, mais où est ce foutu calamar ? Ils firent sortir les visiteurs du centre. Après coup, le seul souvenir qu'ils garderaient de cette évacuation pressée, c'était celui du petit garçon inconsolable qui sanglotait parce qu'on ne lui avait pas montré ce qu'il était venu voir. Biologistes, gardiens, conservateurs se succédèrent, contemplant avec une expression stupide l'énorme vide de la salle des cuves. En lâchant force « Hein ?» et « Où est-ce que ?» exactement comme Billy. Le bruit s'était répandu.
Les gens couraient en tous sens comme s'ils cherchaient quelque chose. L'objet égaré qu'on compte retrouver sous une armoire. « C'est pas possible !» annonnait une biologie prénommée Josie. « Et si ? Sauf qu'enfin, non. Comment voulez-vous ? Un tel métrage de chair pélagique ne pouvait pas avoir disparu corps et bien. Il n'y avait pas de grue louche. Le mur ne présentait aucun trou géant en forme de caisson, ni, façon dessin animé, de calmar. Architeuthis ne pouvait s'être évaporé ainsi. Et pourtant si. Il n'existait aucun protocole à suivre pour une situation pareille. Les mesures à prendre en cas de pollution chimique, ça, c'était prévu. Lorsqu'un bocal à spécimen se brisait, que les calculs ne collaient pas, qu'un visiteur devenait violent, tel ou tel algorithme s'appliquait. Mais là, songe à Billy, c'était quoi ce délire ? Voilà. C'est une traduction. Traduit de l'anglais par Nathalie Meige. D'accord. C'est récent. C'est très récent. Vraiment, je ne sais pas si tu connais. Je te dis qui c'est, parce qu'effectivement, je pense que... Allez. Alors, c'est China Miéville. D'accord. Effectivement, je ne connaissais pas. Donc, le titre du roman, c'est Kraken. Mm-hmm. Et, alors, je ne sais plus si je l'ai lu en vacances. Mais, en tout cas, il m'a été recommandé en vacances. Et China Miéville, c'est quelqu'un qui fait... C'est une forme de science-fiction. Et je mets beaucoup de points d'interrogation. Et alors, si je lis la description de Pocket, ils nous disent que c'est de la fantasy urbaine. D'accord. Bon, en tout cas, c'est une littérature de l'imaginaire, très clairement. Et donc là, on part sur un début un peu type thriller, où donc... Il imagine que dans le musée d'histoire naturelle de Londres disparaît un immense caisson qui contient un calamar géant, mais qui est beaucoup trop grand pour toutes les ouvertures du musée. Ouais. Donc c'est impossible qu'on ait pu l'emporter. Et ça va amener, et je pense que je l'avais déjà évoqué dans le podcast, parce que c'est vraiment les vacances de l'esprit, dans la mesure où c'est quelqu'un qui me fait imaginer dans ma tête, dans mon esprit, des choses qu'a priori je ne peux pas imaginer, des choses que j'ai du mal à me représenter. En fait, quand je lisais ce roman, des fois, je faisais une pause pour essayer de comprendre ce qu'il me racontait. Et il y a un moment, je pensais qu'il fallait que j'admette que ce qu'il me racontait dans le monde tel que nous, on le conçoit, je peux pas me le visualiser, tu vois. Il faut que j'accepte que dans l'univers qu'il a construit, ça se passe comme ça, en fait. Ouais. On n'est pas loin de l'image surréaliste. C'est très... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était... Enfin, j'ai lu que Kraken, parce qu'effectivement, c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire. Mais on m'a beaucoup parlé de ses autres romans. Il a écrit notamment The City and the City, et c'est deux villes qui vivent côte à côte, mais les habitants n'ont pas le droit de prendre en compte l'autre ville, ni même de regarder les autres. En fait, il y a un mur de verre, je crois, une plateforme de verre qui les sépare, et ils doivent faire comme si l'autre n'existait pas. Enfin voilà, il pose toujours des situations un peu bizarres, et à partir de là, il te décrit un monde véritablement... C'est pour ça que j'avais même du mal à le définir en tant que genre, parce que par exemple, si tu parles de fantasy, de Tolkien, t'arrives à concevoir l'univers à l'intérieur. Je trouve que dans le Kraken, ce qu'il y a, c'est que vraiment, il y a des manières de penser, des manières de fonctionnement des personnages qui, moi, me semblaient extrêmement bizarres au sens premier. Il y a un moment où ils font une forme de... comment on appelle ça ? Pas une dissection, quand les augures, dans l'Antiquité, ils ouvraient des animaux pour lire dedans. Ils font ça, mais ils font ça avec la ville. Du coup, ils ouvrent le goudron de Londres pour lire à l'intérieur ce qui peut se passer. Enfin, voilà. Donc,
pour moi, Tiana Méville, c'était... Je le rapproche d'une lecture de vacances parce que pour moi, c'est aussi une vacance de ce que je lis d'habitude. Vraiment, ça a été une expérience de lecture inédite pour moi et qui m'a vraiment fait travailler l'esprit, mais au sens de qu'est-ce que je suis en train de lire. Au sens générique, mais surtout même ce qui m'est raconté. Là, dans le cas de Kraken, j'avais besoin de réfléchir à ce qui m'était raconté. Et j'ai trouvé ça déstabilisant et très agréable, en fait, comme lecture. Et j'ai très envie d'en relire, de lui. Enfin, voilà. J'ai essayé de voir plusieurs dimensions dans les extraits choisis. Tu vois, pour moi, Bonjour Tristesse, c'était vraiment l'évocation des vacances elles-mêmes. Le Monde selon Garp, c'était ce qu'on lit pendant les vacances. Et Tiana Méville, c'est vraiment une forme de vacances à l'intérieur de l'expérience de lecture, en vérité. Ouais, je vois. C'est très bien. Donc voilà, après cet épisode, nous on va prendre un petit peu de vacances pour ce qu'on va appeler la fin de la saison 1. On va prendre le temps de lire, on espère que vous aussi, et puis on va laisser un peu tranquille vos oreilles le temps de l'été, pour se retrouver peut-être plus frais à la rentrée. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu. Si vous avez plutôt préféré le confort ou si vous vous êtes montré un petit peu aventurier, si vous êtes parti à la découverte d'autres choses. Voilà, nous-mêmes, si on a des suggestions, on est friands, même si j'ai déjà Sarraute à lire. Voilà, et puis n'hésitez pas à nous joindre. Vas-y. Pardon. Donc où nous joindre? Eh ben, on peut nous joindre sur Facebook ou sur Twitter. Dans les deux cas, il faut chercher NLDTO Pod. Voilà. Est-ce qu'on va rester présent sur Instagram pendant nos vacances, Isabelle? Oui. A priori, ça ne devrait pas poser énormément de problèmes. Dans ce cas-là, Nos langues dans ton oreille sur Instagram, vous aurez plein de jolies photos de vacances. Et n'hésitez pas, vous avez le temps et on a le temps d'y répondre. Vous pouvez nous envoyer un mail, c'est noslanguesdanttonoreille@gmail.com. On y répondra avec plaisir. Voilà. Et donc, comme je l'ai annoncé, on laisse vos oreilles tranquilles, mais on vous fait quand même des bisous et... des léchouilles. Et puis, on se retrouve tout frais et tout fringant en septembre pour une saison 2. Génial. Bonnes vacances. Bonnes vacances.